Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer par le classique test. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Est-ce que tout est bon pour vous de votre côté? Merci de nous répondre dans la petite bulle de chat. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, il y a énormément de monde aujourd'hui. Il y a déjà plus de 550 à être connectés. Donc, bah, déjà, un grand merci à vous tous de vous être connectés sur ce sujet tellement passionnant des impôts et des taxes. Merci encore à Ladi d'organiser ce webinaire avec nous et de nous inviter à le faire avec vous. C'est toujours un plaisir de travailler avec Ladi. Mmh. Je vous laisse peut-être commencer et je laisse la main et puis je reprendrai la main après. Oui, très bien. Il y a encore des gens qui arrivent. Vous êtes très, très, très nombreux aujourd'hui. Il est 14h32. Je vous propose qu'on attende encore une petite minute, le temps que les retardataires se connectent et puis qu'on commence après, à rentrer dans le vif du sujet, si ça va à tout le monde. Tout le monde est d'accord. Magnifique, un entrain collectif comme exceptionnel. Alors, j'ai des questions auxquelles on peut répondre déjà tout de suite. Jusqu'à quelle heure est la visio? On a une 20-25 minutes de présentation d'un petit diaporama qu'on vous a mis en place. Pendant ce diaporama-là, moi, je vous incite à poser vos questions. On n'y répondra pas forcément immédiatement, mais on a activé le mode questions-réponses qui permettra d'afficher les questions que vous avez posées à la fin du diaporama. Et du coup, là, on pourra échanger plus directement sur vos propres questions. Donc, on est ensemble pour une présentation jusqu'à 14h50, 55 à peu près. Et après, on enchaînera sur les questions-réponses pendant une petite demi-heure. On ne va pas en faire trop, sinon on peut avoir des questions-réponses jusqu'à la fin de la nuit. Surtout qu'on est bientôt 700 inscrits qui sont déjà connectés. Donc voilà. Sur le replay, je te laisse répondre peut-être. Oui, oui, la webconférence est enregistrée et elle sera publiée, sur YouTube dans les prochains jours. Alors Valérie, non, vous n'aurez pas le diaporama, vous aurez le replay de la webconférence. 14h34, je pense qu'on peut raisonnablement commencer et les retardataires prendront en cours de route ou alors ils iront voir sur le replay. Donc on est ensemble aujourd'hui à l'initiative de l'ADI qui nous a invités, donc nous, à l'AME, à faire un webinaire sur les impôts et les taxes en micro-entreprise. Donc on va aujourd'hui aborder qu'est-ce que c'est que la micro-entreprise déjà, très rapidement, vous inquiétez pas. Donc qu'est-ce que la micro-entreprise? Les différentes taxes et impôts auxquels vous êtes soumis en tant que micro-entrepreneur, leur mode de fonctionnement et les différentes astuces qu'on peut mettre en place. L'ADI, qu'est-ce que l'ADI? La future association de l'ADI. Eh bien, l'ADI, c'est une association qui a été créée il y a plus de 30 ans et qui accompagne et finance les micro-entrepreneurs ou entrepreneurs via, des microcrédits. Alors nos microcrédits, ils peuvent aller jusque, 12 000 €. Ils sont couplés d'un accompagnement qui est totalement gratuit. L'accompagnement, il se fait, via, toutes nos agences en France, puisqu'on a à peu près, 180 agences en France métropolitaine et en outre-mer, dans lesquelles travaillent, 1 300 bénévoles qui sont spécialistes de la création et développement d'entreprises et qui peuvent proposer un accompagnement individuel ou collectif, via des ateliers, des formations. On a aussi, un site internet adi.org sur lequel vous pouvez, retrouver, déjà le programme des webconférences, comme aujourd'hui, dans le volet accompagnement et également un outil comme Je construis mon projet qui vous aide à créer, votre, business plan et des fiches pratiques sur tous les sujets qui touchent, à l'entrepreneuriat. Voilà, donc on propose, accompagnement, financement et aussi des assurances professionnelles, auto et santé.
Voilà, on a déjà accompagné et financé 170 000 entreprises et sur ce, je vais laisser la parole à Axel. Je reprends la main. Donc merci pour la présentation de l'ADI. Je vais vous présenter aussi Koala ME, qui est Koala ME. Donc Koala ME, c'est une solution. Donc moi, je suis Axel de Mananet, je suis le fondateur de Koala ME. C'est une solution qui vise à simplifier l'administratif de l'ensemble des micro-entrepreneurs et à vous simplifier la vie. On a pour ça créé tout un écosystème avec au centre un site internet ressources où toutes les informations que vous trouvez dessus sont des vraies informations vérifiées, contrairement à ce qu'on peut trouver sur Google. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations, à aller sur le site internet koalame.fr. On a aussi un outil de gestion en ligne, donc avec une partie gratuite qui permet de faire ses devis, ses factures, d'avoir son livre de compte, son fichier client et la déclaration auprès de l'URSSAF. Et on a aussi des services d'accompagnement et de création d'entreprise. Voilà. Donc, on a aussi une petite bulle de chat que vous voyez sur le téléphone, sur l'image en bas à gauche. Une petite bulle de chat qui est directement reliée à notre équipe. Si vous avez des questions sur l'utilisation de notre logiciel, notre outil ou sur la micro-entreprise, n'hésitez pas à nous interpeller directement là-dessus. Prix, j'imagine que c'est la question du prix de Solène. L'application pour les micro-entrepreneurs, elle a un premier niveau d'accès gratuit qui permet de faire sans limitation de volume ni de temps des devis, des factures, d'avoir un livre de compte automatisé, un fichier client et d'avoir sa déclaration pré-remplie. On a un accès pro à 10 € mensuel qui rajoute de la personnalisation des factures, de la déclaration directe du chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF parce qu'on est partenaire national de l'URSSAF pour ça. Donc on peut faire sa déclaration directement depuis l'outil Koala ME. De la synchronisation bancaire, de la gestion de la TVA, de la gestion des impayés. Voilà. Pour plus de détails, je vous invite à nous contacter sur le site internet. C'est pas Koalama, c'est koalame.fr. Voilà, c'est ça, merci. Donc voilà qui nous sommes. Il y a aussi un partenariat qui date de très longtemps entre l'ADI et Koala ME. Pour la petite histoire, avant de créer Koala ME, j'étais travailleur social et je travaillais déjà en lien avec des conseillers de l'ADI sur le territoire sur lequel j'intervenais. Et donc, quand j'ai créé Koala ME, je me suis aussi rapproché de l'ADI. Donc, l'ADI et Koala ME sont partenaires et l'ADI propose du coup à ses clients un accès spécifique sur l'accès accompagnateur qui permet d'avoir 50% de réduction sur les 3 premiers mois d'abonnement. Donc vous avez 14 jours d'essai gratuit. Et une fois que vous activez votre espace vous activez votre abonnement avec le code promo que vous aura fourni l'ADI, vous bénéficiez de 3 mois à 50%. Le lien se trouve sur Adi Connect, c'est ça, tu me confirmes? Oui, 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 c'est Sur ça. la rubrique bon plan Mmh sur Adi Connect. et je précise juste que si jamais vous avez des questions sur l'ADI, je serai disponible dans le chat. Voilà. On commence à rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet étant, qu'est-ce que la micro-entreprise? Donc ça, c'est un petit préalable qu'on a mis en place parce que c'est important de savoir de qui on parle et de quoi on parle avant de parler des impôts et des taxes. La micro-entreprise, c'est quoi? Un micro-entrepreneur, c'est une entreprise individuelle. Ça veut dire très concrètement que la personne morale, entreprise, et la personne physique, vous-même, sont confondues. Donc vous êtes une entreprise individuelle et pas une société. C'est la différence entre les deux. Le régime de la micro-entreprise bénéficie d'administratifs et de comptabilité allégés. L'objectif de la micro-entreprise, quand ça a été créé, ça a été justement de permettre à des personnes qui n'avaient pas de formation et pas envie de se prendre la tête avec beaucoup de comptabilité ou d'administratif de pouvoir le faire. Voilà. Donc, mais malgré le fait que ces obligations comptables et administratives soient allégées, elles existent quand même et il faut quand même les respecter. On peut être micro-entrepreneur sur 4 secteurs d'activité différentes que je vais vous spécifier après. Et c'est le régime de la micro-entreprise est soumis à des plafonds de chiffre d'affaires. Parmi les activités qu'on peut exercer, il y en a 4. Donc l'activité de vente, qui consiste à acheter quelque chose et à le revendre au détail à d'autres personnes. L'activité de prestation de services artisanale, qui consiste à réparer ou à créer des objets, ou à modifier ou créer des objets et à les revendre. Et les professions de services libérales, qui sont plus sur un versant intellectuel et technique. On pense par exemple à des développeurs web, à du marketing. Je peux essayer de parler moins vite, je vais essayer. Et l'activité d'agent commercial, qui est une activité où on est intermédiaire entre une société qui vend des produits et les clients. Donc, on trouve des clients pour cette société et on est rémunéré à la création. Alors, Solène, je vois marqué aujourd'hui auto égale micro-entrepreneur. Alors, tout à fait, en fait, à sa création en 2009, ça s'appelait auto-entrepreneur et en 2015, le nom a été modifié, mais beaucoup de gens appellent ça auto-entrepreneur toujours. Le vrai nom officiel maintenant, c'est micro-entrepreneur, mais c'est la même chose. On va parler maintenant des plafonds. On a des seuils par activité. C'est-à-dire que ces seuils-là, ils servent à quoi? Le seuil qui est le plus à droite, le seuil de chiffre d'affaires, c'est le seuil en dessous duquel vous pouvez continuer à être micro-entrepreneur.
Si vous dépassez ce seuil-là, donc sur un chiffre d'affaires annuel, donc chiffre d'affaires annuel, c'est l'ensemble de l'argent que vous engrangez par votre activité sur une année. Sur un chiffre d'affaires annuel, si vous dépassez par exemple en vente 176 200 €, vous ne pouvez plus rester en micro-entreprise et vous êtes obligé de passer sur un autre statut, EURL, SASU, SAS, SARL, une autre structuration avec d'autres obligations légales et comptables. Donc en vente, c'est 172 200 €, le plafond de chiffre d'affaires pour rester en micro-entreprise. En artisanat, profession libérale, agent commercial, il est à 72 600 €. Donc ça, c'est le premier seuil à connaître quand on est en micro-entreprise. Le second seuil, c'est celui qui concerne la TVA. Quand on crée sa micro-entreprise, de base, on est exonéré de TVA. Ça veut dire qu'on n'est pas assujetti à la TVA et qu'on ne la on ne la facture pas à ses clients, comme si la TVA n'existait pas. Donc on peut continuer à être exonéré de TVA jusqu'à ce fameux seuil qui sont affichés ici, donc le seuil de TVA, qui est à 85 800 € en vente et 34 400 € sur les autres activités. Quand on approche de ces seuils-là, on se dit souvent: «Je vais arrêter de travailler parce que sinon je vais être assujetti à la TVA, ça va être le bazar, ça va m'obliger à augmenter les prix». On en reparlera au sujet de la TVA, mais voilà, il ne faut pas avoir peur de la TVA, ça se gère plutôt bien. Et il faut savoir, donc, quand vous dépassez ces seuils de TVA, vous pouvez rester en micro-entreprise, mais en facturant la TVA et en la récupérant sur vos achats. Donc, on va maintenant parler du vif du sujet, les différents impôts et les taxes, et à quelle sauce on va être mangé quand on est micro-entrepreneur. Les différents impôts et taxes, il y a différentes sortes. Donc, on parle bien que de la micro-entreprise, hein. On ne parle pas de votre cas particulier, de vos impôts familiaux, tout ça. Donc, en micro-entreprise, on a des cotisations sociales à payer, on a des impôts sur le revenu, on a la CFE, cotisation foncière des entreprises, et on a la TVA si on est assujettissement, donc si vous avez bien suivi, si on dépasse les seuils du tableau précédent. Donc, on va les détailler tous dans l'ordre pour avoir une vision un petit peu plus claire. Donc, sur leur mode de fonctionnement, leur raison d'être et comment on les paye et combien on les paye. On va commencer par les cotisations sociales. Les cotisations sociales, ce n'est pas un impôt. Le rôle d'une cotisation sociale, c'est de vous ouvrir des droits. C'est-à-dire que si vous payez des cotisations sociales, il y en a de différentes sortes, pardon. Dans la cotisation sociale, il y a de l'assurance maladie, de l'assurance chômage. Alors, pas en ce qui concerne la micro-entreprise, mais de l'assurance retraite. Donc, quand vous payez des cotisations sociales, ça vous ouvre des droits à ce que vous payez. Donc, ça vous permet d'avoir des droits au niveau de la couverture maladie, au niveau des allocations familiales. C'est aussi ce qui permet d'alimenter les caisses de la CAF pour vous reverser après des allocations familiales. Ça permet aussi de cotiser pour sa retraite, la CSG, CRDS aussi. Quand est-ce qu'on les paye? On paye en micro-entreprise, on a le choix de payer ses cotisations sociales, soit tous les mois, soit tous les trimestres. Voilà. Si on le paye tous les mois, chaque mois échu, on fait sa déclaration de chiffre d'affaires après. Et si on paye tous les trimestres, c'est des trimestres civils. C'est-à-dire, quelle que soit la date où vous commencez, la fin du trimestre sera la même pour tout le monde. Donc, un exemple, les trimestres de déclaration, c'est janvier, février, mars. Donc, si vous créez votre activité le 15 février, vous ne serez pas redevable de vos déclarations 3 mois après, mais bien le 1er avril, donc après les 3 premiers mois de l'année. On paye ces cotisations sociales directement sur le site de l'Urssaf. Pour les payer, pour les déclarer, en tout cas, il n'y a rien de plus simple, il faut déclarer votre chiffre d'affaires. Donc, soit sur le site de l'Urssaf, auto-entrepreneur.ursaf.fr, soit directement par l'application CoLME, avec notre partenariat officiel avec l'Urssaf, qui permet à l'application de faire la déclaration soit manuellement, soit automatiquement. C'est-à-dire que si vous choisissez de faire la déclaration automatique par le biais de CoLME, vous n'aurez même pas à vous en soucier. Le chiffre d'affaires à déclarer partira à l'Urssaf le 28e jour du mois d'échéance. Et donc, vous n'aurez même pas à vous en occuper. Alors, combien on paye de cotisations sociales? Les cotisations sociales, elles sont calculées sur le montant du chiffre d'affaires que vous déclarez sur la période. Donc, suivant votre secteur d'activité, les taux ne sont pas les mêmes. En commerce, c'est 12,8% de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous avez fait 1 000 € sur un mois, vous êtes en déclaration mensuelle, vous paierez 128 € de charges sociales en commerce. 22% en prestations de services artisanales ou en activité libérale non réglementée, et 22,2% pour les activités libérales réglementées. On prendra les questions après parce que j'en vois beaucoup, donc je ne vais pas toutes les sélectionner. Je vous propose de continuer sur les impôts. Donc, les cotisations sociales, ce ne sont pas des impôts, ce sont quelque chose que vous versez pour vous ouvrir des droits. C'est un peu comme si vous mettiez de l'argent de côté pour vous en servir quand vous en aurez besoin. Donc, pour la maladie, pour la retraite, pour différents secteurs de la sécurité sociale. Les impôts, c'est autre chose. Les impôts, ça permet d'abonder l'État pour ce qu'on appelle ses fonctions régaliennes. Donc, ça permet de donner de l'argent à l'État
pour qu'ils puissent assumer ces fonctions régaliennes d'entretien des routes, d'entretien des lycées, des collèges, des écoles, des hôpitaux, donc toutes les missions qui sont les missions propres à l'État. J'arrive pas à suivre car vous allez trop vite. Je suis désolé. J'essaie de me limiter. Je vais prendre de l'eau, ça va peut-être me calmer. Donc, je reprends calmement et lentement. Les impôts donc servent à payer les fonctions régaliennes de l'État, les fonctions que seul l'État peut assumer, les transports scolaires, les hôpitaux, enfin, toutes ces fonctions-là qui sont abondées par les impôts. On a différentes manières de payer son impôt quand on est en micro-entreprise. Quand je parle d'impôt, là, je parle d'impôt sur le revenu. On a la première manière, c'est de prendre l'option du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, il ne concerne que votre micro-entreprise, vos revenus de micro-entreprise. Il faut savoir qu'en France, le système des impôts, il prend en compte l'ensemble de votre foyer fiscal. Le foyer fiscal, c'est vous, votre conjoint, votre conjointe, éventuellement vos enfants s'ils ont des revenus, et c'est tout ce foyer-là qui est pris en compte pour vos impôts. Si vous optez pour le prélèvement libératoire, ça exclura le chiffre d'affaires, enfin les revenus que vous tirez de votre micro-entreprise pour les payer individuellement. Très concrètement, ça veut dire que ça rajoute à votre déclaration de chiffre d'affaires que vous faites tous les mois ou tous les trimestres, 1% si vous êtes en commerce, 1,7% si vous êtes en artisanat et 2,2% si vous êtes en activité libérale. Donc ça permet quelque part de payer ces impôts dès que vous avez le chiffre d'affaires qui rentre. Donc cette solution-là vous ne vous exonère pas de faire votre déclaration d'impôt tous les ans. Par contre, ce que vous avez déjà payé servira de base aussi sur ce que vous avez à payer ailleurs. Et si vous avez trop payé, l'État vous remboursera au niveau des impôts. Donc, on la déclare de la même manière sur votre déclaration mensuelle ou trimestrielle de chiffre d'affaires, soit auprès de l'URSSAF, soit auprès de Coal-AME, enfin par le biais de Coal-AME. Ensuite, l'option pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce sera imposé de manière fixe, quel que soit le revenu, et le pourcentage que vous aurez versé restera identique. Très concrètement, là, ça veut dire que vous n'avez pas pris l'option pour le paiement mensuel ou trimestriel, donc vous n'avez pas opté pour cette option-là, donc c'est un choix, soit vous le prenez, soit vous ne le prenez pas à la création de votre micro-entreprise, et du coup, vous faites votre déclaration d'impôt annuelle, donc tous les ans, et là, effectivement, vous payez votre impôt tous les ans. La différence, c'est que si vous prenez l'option pour le prélèvement libératoire, vous payez tous les mois ou tous les trimestres, donc ça vous évite d'avoir à sortir une grosse trésorerie d'un coup. Et si vous ne le prenez pas, vous payez en un coup, voire en deux semestrialités, ça se dit, en deux cotisations tous les 6 mois, votre impôt sur le revenu de l'année précédente. Pour rappel, donc quand on est en micro-entreprise, on paye des cotisations sociales selon son secteur d'activité. Quand je dis secteur d'activité, on peut effectivement aussi avoir plusieurs secteurs d'activité. On peut être à la fois commerçant et artisan. Auquel cas, il faut bien penser à avoir une comptabilité qui différencie votre chiffre d'affaires de commerce de votre chiffre d'affaires d'artisanat. Parce que ça, c'est aussi ce qui va déterminer le montant correct de vos cotisations sociales. Donc, sur les cotisations sociales liées à la vente de marchandises, vous avez 12,8% de cotisations sociales et 1% de prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu si vous y avez opté. Donc, soit vous avez opté et vous êtes à 13,8%, soit vous n'avez pas opté et vous êtes à 12,8%, mais auquel cas, il faudra payer ces impôts-là sur votre déclaration annuelle de revenus. Je vous laisse les chiffres affichés pour voir ceux qui vous concernent. Alors, je vois quelques questions directement qui passent. Oui, Coal-AME peut différencier s'il y a commerce et artisanat, on gère la multi-activité. Donc, dans chaque entrée que vous faites dans vos factures, dans votre livre de compte, ce sera précisé si c'est de la vente, de l'artisanat, du commerce, de la profession libérale. Et c'est comme ça que la ventilation est faite et qu'on peut distinguer les chiffres d'affaires de chaque secteur d'activité. Régime classique des impôts. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les impôts, ça sert à financer les activités régaliennes de l'État. Hôpital, école et les créations d'entretien d'équipements communs. Donc, on pense par exemple aux routes nationales, alors pour les autoroutes parce qu'elles sont privatisées, mais les routes nationales sont gérées directement par l'État. Il faut bien payer aussi pour qu'elles soient entretenues, qu'on puisse rouler sur des routes correctes. On les paye soit tous les mois, tous les trimestres, quand on est en prélèvement à la source. Alors, le prélèvement à la source, ça concerne les personnes qui ont un taux
de prélèvements et qui sont directement prélevés de leur salaire, soit sur leur compte bancaire directement, soit par le biais de leur employeur s'ils ont aussi une activité salariée. Donc ça, c'est pas sur les ressources propres à votre micro-entreprise, ça c'est pour votre foyer fiscal. Et donc ça dépend du taux d'imposition, donc c'est propre à chacun. Donc on vous a mis aussi un lien pour faire une simulation sur votre profil particulier, parce que la difficulté sur les impôts sur le revenu, elle est là. Elle est que c'est des situations forcément particulières, parce que ça prend en compte vous, vos conjoints, votre famille, l'ensemble de votre foyer fiscal, des situations particulières éventuellement qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aller faire une simulation pour savoir si c'est pertinent ou pas d'opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, si vous n'avez pas opté pour le prélèvement libératoire, il faut savoir comment le montant de vos impôts sera calculé. En fait, le montant de vos impôts sera calculé en fonction de votre chiffre d'affaires. Mais votre chiffre d'affaires, c'est pas votre revenu. Là, on parle d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur le chiffre d'affaires. La différence, c'est que le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble de ce que vous encaissez, donc l'ensemble de ce que vous vendez. Votre revenu, c'est ce qui vous reste pour vivre une fois que vous avez payé les charges qui vous ont servi à encaisser cet argent-là. En micro-entreprise, on n'a pas d'obligation de tenir une comptabilité qui prend en compte ce qu'on dépense. Pour autant, il y a quand même une différence entre ce qu'on gagne et ce qu'on a, enfin, l'argent qui rentre et ce qu'on a à la fin du mois dans sa poche. Donc, pour simuler cette différence-là, le chiffre d'affaires que vous déclarez aux impôts tous les ans, donc sur votre déclaration d'impôt, il subit un abattement. C'est qu'on enlève un pourcentage de ce chiffre d'affaires-là pour trouver votre revenu. Donc, les abattements sont indiqués sur la présentation. Donc 71% pour les commerces, 50% pour les artisans, 34% pour les libéraux. Il y a un exemple qui est marqué aussi. Si vous déclarez 1 000 € de chiffre d'affaires en activité artisanale, vous avez une base de revenus pour les impôts de 500 € parce qu'il y a 50% qui est abattu. Voilà. Si vous êtes commerçant et que vous faites un chiffre d'affaires de 1 000 €, il y aura 710 € qui seront retirés. Donc votre revenu officiel sera de 290 €. On passe maintenant à la CFE, cotisation foncière des entreprises. À ne pas confondre avec le centre de formalité des entreprises, qui est l'endroit où vous déclarez votre activité, où vous déclarez votre création d'activité, vos modifications d'activité. Là, on parle de la cotisation foncière des entreprises. La cotisation foncière des entreprises est collectée par la Direction générale des finances publiques, donc le centre des impôts, et qui est ensuite reversée aux collectivités locales, territoriales. Les collectivités locales, c'est la commune où vous habitez, la communauté de communes éventuellement, le département, la région. Ça sert à abonder ces instances-là pour leur donner aussi les moyens d'entretenir les routes départementales, les routes nationales, les écoles primaires. Donc ça, c'est les fonctions régaliennes des collectivités territoriales. Cette cotisation foncière des entreprises, elle est due par toute personne exerçant une activité individuelle. Donc, et elle est exigible une fois par an. Donc, au 15 décembre de chaque année, vous devez payer la cotisation foncière des entreprises. On la paye directement en ligne sur impôt.gouv.fr. Donc, moi, je vous conseille de créer directement un compte sur impôt.gouv.fr et elle dépend de la valeur locative du bien que vous utilisez pour votre activité. Donc, on reviendra un petit peu après sur la valeur locative, sur quelques astuces si vous travaillez de chez vous, par exemple, si vous n'avez pas de locaux. Donc, il y a des choses à faire aussi. Le montant varie selon le nombre de mètres carrés utilisés ou encore le chiffre d'affaires réalisé sur l'année précédente. Le barème minimum de CFE, on paye un minimum de CFE, c'est-à-dire qu'on peut avoir des exonérations, je crois que c'est jusqu'à 5 000 € de chiffre d'affaires. Si on dépasse ces 5 000 € de chiffre d'affaires et qu'on va jusqu'à 10 000 €, on a un minimum à payer qui est entre 224 et 534 €. Et ce minimum-là, il est fixé par le conseil municipal de la commune où est installé votre siège social. Donc c'est pour ça qu'il y a la loi encadre ces cotisations minimales par des fourchettes, mais au sein de la fourchette, c'est le conseil municipal de la commune où vous avez votre siège social qui détermine le montant à payer en base minimale. On passe maintenant à la TVA. TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Ça permet de financer les besoins de l'État qui sont liés à l'éducation, à la défense, les collectivités territoriales, rembourser la dette publique. Donc c'est de l'argent qui est versé à l'État et qu'il utilise pour, encore une fois, ses fonctions régaliennes. La déclaration de TVA, elle doit être faite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante. Donc comme ça, c'est un peu compliqué. Donc, deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, ça dépend quand tombe le 1er mai.
retenez que ça va faire début mai et ce sera bien suffisant. On paye la TVA en 2 acomptes, en juillet et en décembre. Il y a une déclaration à remplir quand on est assujetti à la TVA, c'est ce qu'on appelle la CA12, qui récapitule l'ensemble des opérations de votre entreprise dans lesquelles il y a de la TVA. Le taux de TVA, il varie selon votre activité, selon votre secteur d'activité et la nature même de votre activité. 20% classiquement, 10%, 5,5%, 2,1% selon votre activité. Donc ça, c'est les taux qui varient. Et donc, la TVA, comment ça marche? Si la TVA est payée aux fournisseurs, comment vous faire ça simplement? Je vais vous le faire très simplement. Quand vous êtes assujetti à la TVA, vous devez ajouter à votre prix de vente 20% en général, enfin le taux de TVA que vous facturez à vos clients. Un exemple, je facture 100 € une prestation, je suis assujetti à la TVA, donc je rajoute 20% de TVA, donc mon client doit me payer 120 €. Sur ces 120 € là, les 20 € que j'ai récupérés, je les mets du côté de la TVA collectée pour les remettre à l'État après. Parallèlement, on n'est pas qu'obligé de donner de l'argent à l'État, l'État peut nous en redonner aussi. Si on est assujetti à la TVA, ça veut dire qu'on peut aussi récupérer la TVA sur ce qu'on achète. Donc je suis assujetti à la TVA, j'achète un ordinateur par exemple 1 200 €. Sur les 1 200 €, il y a 1 000 € d'ordinateur et 200 € de TVA. Donc je prends ces 200 € là et c'est la TVA déductible que je mets de l'autre côté. En fin d'année, on prend toute la TVA collectée, toute la TVA déductible et on fait la différence entre les deux. Si vous avez plus de TVA collectée que de TVA déductible, c'est vous qui devez payer cette différence à l'État au titre de la TVA due. Si vous avez une différence qui est en faveur de la TVA déductible, ça veut dire que vous avez payé plus de TVA que ce que vous avez récolté. Donc c'est l'État qui vous reversera cette différence de TVA. Voilà. Donc c'est une mécanique qui est assez simple à comprendre, pas forcément simple à mettre en œuvre. Sur quoi l'AME, par exemple, pour vous en parler, parce que je vois qu'il y a des questions qui passent dessus. Sur quoi l'AME, on peut être assujetti à la TVA juste en cliquant sur un bouton, en renseignant ses taux de TVA, et on a un récapitulatif à la fois de la TVA collectée par taux de TVA et de la TVA déductible et la balance à déclarer. Donc on a tous les éléments pour faire sa déclaration de CA12. Donc j'entends souvent des gens qui approchent des seuils de TVA qui me disent: «Je vais arrêter de travailler parce que je ne veux surtout pas être assujetti à la TVA, ça va m'augmenter des prix, ça va être compliqué à gérer, tout ça». Moi, je vous conseille de continuer à travailler, de continuer à gagner le maximum d'argent possible parce que c'est aussi un des fondements de la création d'entreprise. C'est essayer de faire rentrer le maximum de chiffre d'affaires pour rentabiliser la société, pour pouvoir après refaire des investissements, pour pouvoir après développer votre entreprise. Donc, quand vous approchez des seuils de TVA, ne vous freinez surtout pas. Vous serez peut-être assujetti à la TVA. Ça va peut-être effectivement faire dépasser un petit peu faire augmenter un petit peu vos tarifs, mais vous pouvez très bien l'expliquer à vos clients et ça vous permet aussi de récupérer la TVA. Et ça se gère plutôt simplement en réalité. Donc n'arrêtez pas de pédaler quand vous arrivez à la ligne d'arrivée, continuez jusqu'à passer la ligne et à la dépasser encore. On a quelques astuces maintenant à vous proposer. Parce qu'on n'aime jamais payer des impôts et des cotisations sociales. Donc la première astuce, c'est l'ACRE. L'ACRE, c'est une exonération de 50% des cotisations sociales la première année. C'est-à-dire que pour prendre un exemple, si vous êtes artisan, vous créez votre entreprise, pendant la première année, si vous bénéficiez de l'ACRE, vous pouvez, au lieu de payer 22% de cotisations sociales, n'en payer que 11%. Voilà. Donc ça vous fait un gain de la moitié des cotisations sociales que vous pouvez payer. À savoir que l'ACRE on n'est pas tous éligibles à l'ACRE. Pour bénéficier de l'ACRE, il faut soit être inscrit à Pôle emploi, chômeur de longue durée, bénéficiaire des minima sociaux, être implanté dans les zones d'activité prioritaires, d'autres critères. Mais c'est des critères dans lesquels il faut rentrer pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. Si on ne rentre pas dans ces critères-là, on n'a pas le droit de bénéficier de l'ACRE. L'ACRE, on la demande au plus tard 45 jours après la création d'entreprise. Donc, si vous avez créé votre entreprise aujourd'hui, vous avez 45 jours pour faire votre demande d'ACRE. Si vous le faites après, elle ne sera pas acceptée. Je vois que l'ACRE, c'est sur une année glissante. Alors, l'ACRE, oui, c'est sur une année glissante. En fait, si vous êtes en déclaration mensuelle, c'est sur les 12 premières déclarations, donc les 12 premiers mois de déclaration. Si vous êtes en déclaration trimestrielle, c'est sur les 4 premiers trimestres où vous déclarez. Autre astuce importante, c'est connaître votre taux de prélèvement d'impôt. Pour ça, moi, je vous incite à vous connecter sur votre espace impôt.gouv.fr et aller sur la rubrique gérer mon prélèvement à la source. Ça vous permettra de savoir quel taux de prélèvement à la source vous est appliqué et de voir si c'est plus pertinent pour vous ou non de prendre l'option pour le prélèvement libératoire.
Il y a aussi des simulateurs d'impôts sur le site impôts.gouv.fr, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour stimuler les montants des impôts que vous aurez à payer. Et encore une fois, quand vous avez créé votre micro-entreprise, allez directement créer un compte professionnel sur le service des impôts avec votre numéro d'immatriculation, votre numéro SIRET. Autre astuce concernant la CFE. Donc, je vous ai dit qu'on reviendrait dessus quand on a vu la CFE tout à l'heure. La CFE, pour rappel, c'est la cotisation foncière des entreprises. Elle est liée à la valeur locative des lieux où vous travaillez. Si vous travaillez chez vous, vous n'avez pas de bureau, vous travaillez sur un ordinateur chez vous dans le bureau, la base minimum à déclarer, c'est 1 mètre carré. Donc, vous déclarez 1 mètre carré et la valeur locative sera calculée sur ce montant-là. Donc, vous serez sur les tranches d'imposition minimale qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça, ce qu'il faut savoir aussi sur la CFE, c'est que quand vous créez votre entreprise, vous recevez une déclaration préalable de CFE. Déclaration préalable de CFE, c'est un petit document de 4 pages recto verso, enfin 2 pages recto verso, ce qui fait 4 pages au total, qui demande des informations sur votre entreprise, sur le chiffre d'affaires escompté, sur l'endroit où vous travaillez, sur quelle est la surface de l'endroit où vous travaillez. Ça permet à l'administration de calculer le montant de votre CFE. Donc ça, n'oubliez pas de le remplir avant que le 15 décembre ne soit venu pour pouvoir avoir un vrai calcul de votre CFE. Autre chose à savoir, c'est que vous ne payez pas la CFE l'année de création de votre micro-entreprise. Donc ça veut dire que si vous créez votre activité le 15 décembre, vous ne payerez pas de CFE immédiatement à votre création, mais l'année d'après. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que si vous déclarez votre 15 décembre, ça peut valoir le coup de décaler votre création d'activité au 2 janvier pour que du coup votre prochaine votre prochaine CFE à payer soit pas l'année d'après, mais encore l'année d'après, ça vous fait gagner 1 an de CFE. Donc si vous êtes plutôt en fin d'année à la création de votre activité, peut-être que ça vaut le coup de décaler jusqu'au début de l'année prochaine et décaler au 2 janvier, pas au 1er janvier. Si vous décalez au 1er janvier, vous êtes éligible. Vous devez payer la CFE, donc le 2 janvier au plus tôt. Il y a certaines activités aussi qui sont exonérées de CFE. Alors, soit des activités, soit c'est la nature de l'activité qui l'exonère de la CFE, soit c'est la zone d'implantation. Si votre siège social est dans une zone prioritaire, une zone de développement prioritaire, par exemple, vous pouvez être exonéré de la CFE aussi. Pour faire une demande d'exonération de la CFE, vous pouvez aussi adresser un courrier au SIE. SIE, c'est le service des impôts des entreprises. Donc le SIE, c'est lui qui gère la CFE. Et vous pouvez à tout moment faire une demande motivée. Par exemple, je n'ai pas fait beaucoup de chiffre d'affaires, j'ai fait moins que ce que j'avais escompté, je n'ai pas les moyens de payer la CFE, je vous demande un dégrèvement de ma CFE pour cette année. Donc, des fois, ça passe, ça vaut le coup de le tenter. Donc par courrier. Autre astuce sur la TVA. La TVA, donc vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'il y avait les seuils de la micro-entreprise au début et les seuils de TVA. Ces seuils de TVA, quand on les dépasse, on devient assujetti à la TVA le mois suivant le dépassement. D'accord? Donc on devient assujetti à la TVA le mois suivant le dépassement. Si l'année d'après, on n'atteint pas ce fameux seuil, parce que je vous rappelle que c'est sur un chiffre d'affaires d'une année civile, donc si l'année d'après, vous n'atteignez pas ce seuil de franchise de base de TVA, vous pouvez envoyer un mail ou un courrier pour demander à rebénéficier de la franchise de base TVA. Ce qui veut dire que vous ne facturerez plus la TVA si vous redescendez en termes de chiffre d'affaires. Autre élément super important aussi, c'est de conserver toutes vos preuves d'achat si vous êtes assujetti à la TVA. Pourquoi? Les preuves sur la TVA collectée, c'est pas très compliqué. C'est vos factures, vous avez ajouté la TVA, vous pouvez justifier que vous avez X euros de collecté à vos clients pour les verser à l'État. Par contre, pour ce qui concerne vos achats, vous devez être en mesure de les prouver. Donc, si vous achetez des choses avec un assujettissement à la TVA, vous devez, à chaque fois que vous achetez quelque chose, renseigner le taux de TVA qui a été utilisé. Donc, pourquoi on fait ça? Ça peut paraître assez compliqué. Sachez que ça se gère assez bien, notamment pour ne pas faire trop de pub, mais sur QLM, ça se gère assez bien. On a la possibilité de rentrer des dépenses et de préciser la TVA, ce qui permet d'avoir le récapitulatif. Ces taux de TVA-là, qui sont sur les tickets de caisse, ils servent de justificatif en cas de contrôle de l'administration fiscale. Et ces justificatifs-là, ils sont à garder 10 ans. Donc, pensez bien à les conserver. Voilà pour la petite présentation. J'en ai fini pour la présentation. On va passer au mode questions-réponses. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de questions. C'est pour ça que j'en ai zappé plein, parce que je ne pouvais pas répondre et continuer la présentation. Donc, si on peut passer en mode, je vais peut-être le faire, Marc, en mode questions-réponses. Alors, je ne sais pas si toi, tu as vu des choses passer.
Enfin, tu as vu forcément plein de choses passer parce qu'on a plein. Il y a énormément de questions, oui, oui, et depuis le début, de la présentation. Hem, Alors, jusqu'à quelle heure la vision? On y a répondu. Le replay, donc oui, encore une fois, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, il y aura un replay sur la chaîne YouTube de Lady, qui sera disponible, je ne sais pas quand, mais dans pas la semaine prochaine. la semaine prochaine, voilà. Mmh. Donc il y aura bien un replay sur lequel vous pouvez aussi poser vos questions. Et si vous avez des questions, il y a aussi notre site internet avec la petite bulle de chat qui est reliée directement à notre équipe. Donc n'hésitez pas à aller sur koalame.fr et vous pourrez aussi me poser des questions. Alors, je cherche les questions qui sont propres. Vous pouvez parler moins vite? Oui, je peux. Après, j'aurais des questions sur, sur le type d'activité. Par exemple, je vois architecte d'intérieur, est-ce de la prestation libérale ou artisanale? C'est pas trop le sujet du webinaire aujourd'hui, on est plus sur les impôts et taxes. Voilà. Donc, je vous invite à poser cette question plutôt sur le chat où votre conseiller a dit qu'il saura y répondre. Là, il y a beaucoup de gens, donc on va peut-être pas prendre les cas qui sortent trop du cadre. Ah, il y a quelqu'un qui demande: «Est-ce que les seuils, donc j'imagine les seuils de TVA sont-ils exprimés en hors taxe ou en TTC?» En hors taxe. En hors taxe pour la bonne et simple raison que vous êtes forcément hors taxe avant les seuils. Ah bah oui. Vous n'avez pas de TVA. Donc, forcément, c'est du hors taxe. Mmh. Donc, il faut savoir de toute façon, quand l'administration fiscale parle de seuil ou de chiffre d'affaires, c'est forcément du hors taxe. La TVA n'entre pas dans le calcul du chiffre d'affaires, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je scrolle un peu toutes les questions. Il y a, alors attends, j'essaie de cliquer dessus pour le mettre en mode, questions-réponses. Vas-y, Non. cliquez sur publier. Ah, ou alors on peut mettre afficher la liste des questions. OK. OK. Alors, tant que tu cherches, j'en ai une question à laquelle je vais répondre rapidement. Oui, oui. La formation est considérée comme une profession libérale? Question de Pascal Sanchez. Oui, la formation, c'est de la profession libérale, c'est de la prestation de services intellectuels, donc c'est de la profession libérale. Ah, j'ai une autre question qui est intéressante, je me permets de la publier. Ça marche. Vous voyez là, c'est bon pour les seuils. Si on cumule une vente de produits et création artisanale, comment ça se passe? Si vous avez plusieurs activités, si vous avez un des seuils qui dépasse le seuil de TVA, l'ensemble de votre activité devient assujetti à la TVA. On ne peut pas être assujetti à la TVA que sur une activité. Donc à partir du moment où il y a une des activités qui dépasse le seuil de TVA, vous assujettissez l'ensemble de votre activité à la TVA. Alors, j'en mets une. Vas-y. Les taxes et les impôts sont-ils les mêmes aux Antilles? Alors non, les cotisations sociales sont pas les mêmes non plus. Dans les DOM-TOM, il y a des taux différents. Alors je les connais pas, par cœur, j'en suis désolé. Mais il y a des taux qui sont un peu différents sur les DOM-TOM. Donc ça, les seuils exprès hors taxe, toute taxe, on y a déjà répondu. Ah, je vois un truc là. Je me suis permis de publier. Est-ce qu'on a un Ah oui. justificatif de déclaration en faisant par Coalem? Oui, parce qu'on a un vrai partenariat avec l'URSSAF. On utilise une API de l'URSSAF. Donc, quand vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires via Coalem, vous recevez, qui est indiqué sur votre onglet déclaration, une clé en fait de déclaration qui justifie que vous avez bien fait votre déclaration de chiffre d'affaires. Et vous pouvez retrouver sur le site, sur votre compte autoentrepreneur.ursaf.fr, vous pouvez retrouver le mandat que vous nous avez confié pour faire la déclaration en votre nom et retrouver l'ensemble de vos déclarations. Donc oui, il y a un suivi derrière des déclarations de chiffre d'affaires. La suivante,
Vas-y. Si. Quelle est la différence entre les activités libérales réglementées ou non réglementées? Alors ça, c'est une différence, déjà de quand vous avez créé votre boîte, parce que si c'est avant 2018, je crois, c'est d'affilié à la l'ACOS ou pas. Donc il y a ça et il y a ce aussi, une question de type d'activité. Je les ai pas toutes en tête là, donc je vais pas vous dire de bêtises. Si vous cherchez sur Google cette phrase-là, vous allez trouver simplement les éléments. Donc c'est juste en fait, si vous êtes affilié pardon, à la CIPAV, c'est pas la cause, c'est la CIPAV, pardon. Si vous êtes affilié à la CIPAV, vous êtes en activité réglementée. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes en non réglementé. Ah, là, j'en vois une intéressante, parce que ça a changé aussi, je me permets. Bonjour, faut-il attendre les 90 jours pour déclarer le chiffre d'affaires à l'URSSAF? Alors, plus maintenant. Ça, c'était le cas jusqu'à fin 2021, je crois. En fait, quand on crée sa micro-entreprise, le temps que l'administration fiscale mette tout en place pour faire vos déclarations de chiffre d'affaires, ils prenaient le temps et vous aviez 90 jours de décalage pour faire votre première déclaration de chiffre d'affaires. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, ils ont automatisé les choses et dès que vous créez votre micro-entreprise, si vous êtes en déclaration mensuelle, dès le mois d'après, vous devez faire votre déclaration de chiffre d'affaires et théoriquement, vous pouvez déjà créer votre compte sur entrepreneur.saf.fr pour le faire. Vous passez par Covalime. Comment savoir dans quelle catégorie se trouve sa micro-entreprise? Ça, c'est intéressant. La catégorie, ça dépend de votre activité. Donc, si vous faites de l'achat, de la revente, vous êtes une activité de commerçant. Si vous avez une activité manuelle sur un produit avant de le revendre, soit de la réparation, de la modification, c'est de l'artisanat. Si vous avez une prestation intellectuelle, de la formation, de l'accompagnement, du développement technique, c'est de la profession libérale. Alors, pour faire dans les grandes lignes. J'en ai vu une là. Alors, il y a un plafond prélèvement libératoire, il me semble. Ça veut dire que ça ne prend pas compte que mon CA pour ce plafond. Effectivement, il y a un plafond. Alors, j'en ai pas parlé parce qu'il y avait déjà beaucoup d'informations. C'est-à-dire que quand vous avez, au niveau de votre foyer fiscal, un revenu, je ne me souviens plus du montant exact, hein. Donc, quand vous avez un revenu conséquent au niveau de votre foyer fiscal, vous ne pouvez pas bénéficier du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc là, ce chiffrage, je ne l'ai plus en tête. Je crois qu'il est, je crois, aux alentours de 38 000 euros, mais à vérifier. Là, j'ai une question intéressante aussi. Je ne comprends pas si on paie des cotisations sociales, si notre projet de fonctionnement a nos droits au chômage. Alors oui et non. Alors non, parce que effectivement, quand vous payez des cotisations sociales en tant que micro-entrepreneur, vous ne payez pas de cotisation chômage. Par contre, le gouvernement a mis en place le droit au chômage universel et sous certaines conditions, quand votre micro-entreprise ne fonctionne pas, quand vous êtes obligé de fermer votre société, vous pouvez bénéficier d'une partie de chômage qui est limitée à 800 euros par mois et limitée dans le temps avec des conditions d'obtention assez compliquées, mais c'est une possibilité. Donc, vous pouvez bénéficier du chômage avec qui est pas lié au montant de votre chiffre d'affaires et vous ne payez pas de cotisation chômage. Vous payez des cotisations maladie, retraite, il me manque un, URSSAF. Alors, est-ce qu'une micro-entreprise peut être portée par 2 ou 3 associés? Eh ben non. Pardon. Bah non, parce qu'en fait, une micro-entreprise, comme je vous le disais en préambule, c'est une entreprise individuelle. Donc la personne et l'entreprise ne font qu'un. Donc à moins que vous soyez 3, si à moi, et même dans ce cas, je ne suis même pas sûr que ça marche, mais une micro-entreprise peut être portée que par une seule personne. Après, vous pouvez avoir des salariés, mais le statut n'est pas du tout adapté à ça. Mais en tant que gérant de la société, c'est forcément une seule personne. Est-ce que tu vois encore d'autres questions? Ah oui, celui-là. Y a-t-il un chiffre d'affaires minimum à partir duquel on paye des charges sociales et des impôts en tant que micro-entreprise? Une des spécificités de la micro-entreprise, c'est que vous devez déclarer, même si votre chiffre d'affaires est de 0, mais vous payez un pourcentage de ce chiffre d'affaires-là. Donc, si vous déclarez sur une période d'un mois ou de 3 mois 0 euros de chiffre d'affaires, vous paierez 22% de 0 euros, soit 0 euros. Par contre, vous êtes obligé de faire cette déclaration-là à 0 euros. Donc, il n'y a pas de chiffre d'affaires minimum. Dès que vous gagnez 1 euro, vous payez. Alors là, si vous gagnez 1 euro, ça va pas aller très haut. Mais dès que vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires, vous avez un montant à payer. Par contre, si vous faites 0 euros de chiffre d'affaires, vous n'avez rien à payer. Et concernant les impôts, bah, c'est pareil. Sur le prélèvement libératoire, c'est un pourcentage aussi de votre chiffre d'affaires. Donc ça marche de la même manière. Et si vous faites en déclaration annuelle, votre revenu de micro-entreprise s'ajoutera à vos éventuels autres revenus de votre foyer fiscal. Donc si vous faites 0, ça n'aura pas d'impact sur le montant de votre impôt.
J'en mets une. Vas-y. Peut-on changer à tout moment de prélèvement obligatoire? Non. Non, on peut le faire. Alors, vous pouvez choisir au début, à la création de votre activité, d'opter ou pas pour le prélèvement libératoire. Une fois que vous avez choisi, vous pouvez changer qu'au début de l'année civile suivante. Voilà. Donc, si vous créez votre entreprise le 15 janvier et que vous avez opté pour le prélèvement libératoire et que finalement vous dites que non, il faudra attendre quasiment un an pour remodifier. Donc, il faut faire les démarches avant le 31 décembre pour que ce soit répercuté au 1er janvier. J'ai une question d'Anne là aussi, je me permets. Bonjour, j'ai pas compris la différence entre le seuil de chiffre d'affaires et le seuil de TVA. Le seuil de chiffre d'affaires, c'est le seuil qui vous permet de rester sur le statut de la micro-entreprise. Si vous dépassez ce seuil-là, vous êtes obligé de changer de statut, de passer soit en SASU, soit en SARL, soit en EURL, donc de changer de statut, de plus être micro-entrepreneur. Le seuil de TVA, vous pouvez rester en micro-entreprise, mais vous êtes assujetti à la TVA. Donc c'est deux seuils différents. Le seuil de TVA correspond à la moitié du seuil de micro-entreprise. Ah, si vous êtes en dessous, vous êtes en micro-entreprise non assujetti à la TVA. Là, vous êtes en micro-entreprise assujetti à la TVA. Et là, vous n'êtes plus en micro-entreprise. Est-ce que tu en vois d'autres? J'en vois plein, mais qui ont déjà répondu. Je cherche. Celle-ci. Ce que l'on note pour le versement libératoire avec un taux allégé, on doit ensuite payer le différentiel avec le taux réel des impositions. Oui, c'est qu'en fait, le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ça vous permet quelque part de payer par avance le montant de votre impôt. Et après, l'administration fiscale refait un calcul en fonction de votre déclaration pour voir le montant total de votre impôt, ce que vous avez déjà payé, par le biais de prélèvement à la source sur vos salaires d'autre part, par ce biais-là. Donc, ils regardent ce que vous devez payer, ce que vous avez déjà payé. Si vous avez payé plus, bah, ils vous remboursent. Si vous avez payé moins, ils vous demandent la différence. Donc, c'est quelque part une cagnotte que vous mettez en place pour le paiement de votre impôt. Celle-ci. Certaines professions peuvent ne pas facturer la TVA ou trouver une liste exhaustive. Alors effectivement, certaines professions qui sont exonérées de TVA, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, je pense que sur le site des impôts ou en téléphonant à l'URSSAF, au centre des impôts, pardon, vous pouvez trouver ça. Le plus simple étant d'envoyer un mail, parce que l'intérêt du mail, c'est que ça laisse des traces écrites aussi. Donc d'envoyer un mail à votre centre des impôts, vous leur précisez votre activité, vous dites je fais telle activité, est-ce que je suis assujetti à la TVA ou est-ce que j'en suis exonéré? Donc le plus simple, c'est de faire ça et ça permet d'avoir une réponse traçable par rapport à votre activité. Alors, donc le SIE, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le service des impôts des entreprises. Donc, j'ai dit centre, mais centre, c'est pas avec un S, donc c'est service des impôts des entreprises. Qu'en est-il pour les activités itinérantes? Pour les activités itinérantes, j'imagine que vous parlez de la CFE. Alors, c'est un paiement sur la base minimale, donc les fameuses fourchettes en fonction du chiffre d'affaires que je vous avais montré tout à l'heure. Alors ça, je pense que j'y ai répondu. Quels sont les critères qui déterminent si on est assujetti à la TVA? Bah, c'est les critères de seuil de chiffre d'affaires. Si vous dépassez, par exemple, en profession libérale 34 200 €, vous devenez assujetti à la TVA. Et il y a aussi la notion dont vous parlez tout à l'heure de certaines activités qui sont de base exonérées de TVA. J'en mets une. Vas-y. La surface déclarée pour le calcul de la CFE est-elle déduite de la base du calcul de la taxe foncière? Non. A priori, non. C'est deux choses différentes. Donc, pardon, c'est pas déduit. Là, je vais répondre tout de suite. Peut-on scanner les preuves sur Qualimode? J'imagine que c'est les preuves d'achat. Donc, non, on ne peut pas le faire pour le moment.
Que se passe-t-il si je dépasse le plafond de 34 400 € et que j'ai fait une nouvelle facture sans TVA? Quand vous dépassez le plafond, vous êtes assujetti à la TVA le premier jour du mois de dépassement de la TVA. Donc si vous dépassez le plafond, mettons, aujourd'hui, tiens, on est le 6 octobre. Si vous dépassez le plafond le 6 octobre, vous êtes assujetti à partir du 1er novembre à la TVA. Donc toutes les factures que vous faites entre le 6 octobre et le 1er novembre seront des factures non assujetties à la TVA. Par contre, si vous facturez après le 1er novembre, là, vous facturez la TVA. Alors ça, c'est une question intéressante aussi. Que peut-on déduire pour la TVA? En fait, on ne peut rien déduire. Le régime de la micro-entreprise est ainsi fait que c'est un régime forfaitaire. Donc, vous ne pouvez pas déduire vos charges. Donc, la seule chose qui rentre en ligne de compte en micro-entreprise, c'est votre chiffre d'affaires. Donc, il y a un abattement qui est calculé par rapport aux impôts pour connaître votre revenu, mais vous ne pouvez pas déduire de choses sur votre micro-entreprise. Quand on est assujetti à la TVA, ce qu'on peut déduire, alors c'est pas déduire, c'est qu'on prend la TVA qu'on a payée sur nos achats. L'exemple que je prenais tout à l'heure, j'ai acheté un ordinateur à 1 200 €, il y a 200 € de TVA. Ces 200 € là que j'ai payé de TVA, je les prends pour les enlever de la TVA que j'ai collectée auprès de mes clients, faire la balance et que l'État soit me rembourse si j'ai trop payé de TVA, soit que moi je les paye si j'en ai trop récolté. Comment faire quand on combine achat-revente et création? Quand on combine plusieurs activités, c'est plutôt simple à gérer en fait. Vous devez avoir une comptabilité spécifique par type d'activité. Donc une comptabilité pour la vente, une comptabilité pour la prestation de services artisanale. Ça oblige à une certaine rigueur, mais c'est pas compliqué à faire. Je vais vous prendre l'exemple de Koala ME parce que je le connais un petit peu. Koala ME, quand vous faites une facture, à chaque article, vous pouvez préciser si c'est une activité de vente ou une activité de prestation de service que vous mettez en place. Renseigner ça sur chaque article, ça permet au système, au final, de calculer le chiffre d'affaires uniquement sur la vente, le chiffre d'affaires uniquement sur la prestation de service artisanale. Donc voilà, il faut avoir cette comptabilité séparée-là qui est automatisée sur Koala. Ah, bonne question, c'est celle-là. Garder l'étiquette de caisse 10 ans, donc j'imagine que c'est 10 ans qui n'a pas été affiché. Il s'efface au bout de quelques mois, photocopie, OK. Photocopie ou scan. Vous pouvez scanner et les sauvegarder de manière numérique aussi. Donc soit sur du cloud, soit sur un disque dur externe ou une sauvegarde externe. Alors ça aussi, je me permets. Est-il possible de mettre de la TVA dès le début de l'activité sans attendre les seuils? Oui, vous pouvez demander dès votre création d'entreprise à être assujetti à la TVA si vous y voyez une utilité. Après, il y a des activités pour lesquelles c'est pertinent, il y en a d'autres pour lesquelles ça ne l'est pas. Si pour vous, vous jugez que ça peut être pertinent, vous pouvez faire la demande à votre création d'entreprise d'être assujetti dès la déclaration de votre activité. Faut-il quand même payer la CFE la première année? Faut-il quand même payer Non, on veut quand même faire une déclaration de CFE la première année, même si on est exonéré. Alors oui, il faut la faire parce que la déclaration de CFE, c'est pas une déclaration de paiement, c'est une déclaration de ce qui va servir à l'administration fiscale pour calculer le montant de votre CFE. Donc ce calcul-là, il ne bougera pas d'une année sur l'autre si vous n'avez pas de modification. C'est-à-dire que si vous créez votre activité aujourd'hui, vous faites votre déclaration de CFE, le calcul ne sera pas utilisé effectivement pour cette année-là, mais ce sera le même pour l'année prochaine. Donc oui, il faut le faire même si on est exonéré la première année. Ah, ça c'est intéressant aussi. Est-ce que l'allocation chômage rentre dans le chiffre d'affaires? Alors non, pas du tout. Dans le chiffre d'affaires, ce qui rentre, c'est vraiment l'argent que vous gagnez par le biais de votre activité. Donc, si vous faites un prêt bancaire ou un prêt auprès de l'ADI, si l'ADI vous prête 5 000 €, vous pouvez les rentrer en comptabilité, mais vous les rentrez en financement, vous les rentrez pas en chiffre d'affaires et vous payez pas de cotisation sociale dessus. Donc ce qui rentre dans la déclaration du chiffre d'affaires, c'est vraiment ce que vous avez vendu à vos clients. Pour l'impôt en régime classique, on doit additionner le revenu de foyer et le revenu de la micro-entreprise. Oui, alors oui, c'est fait automatiquement en fait. C'est-à-dire que sur votre déclaration d'impôt, si vous avez des revenus salariés, par exemple, qui sont déclarés par l'employeur automatiquement au niveau du centre
des impôts et vos revenus de salarié. Vous déclarez quand vous faites votre déclaration au mois de mai, vos déclarations annuelles de revenus. Donc, vous déclarez votre chiffre d'affaires et l'administration fiscale prendra en compte les informations de votre revenu fourni par vos employeurs et additionnera ce montant que vous avez déclaré avec l'abattement qui correspond à votre activité. Donc, c'est pas vous qui les additionnez, mais il faut les déclarer pour qu'ils soient additionnés. Oui. Je te propose qu'on prenne encore 3-4 questions, parce que là, sinon, on peut y rester jusqu'à 5 heures. Bah, je vous laisse les choisir alors. Alors, le choix compliqué, c'est compliqué. Ah bah ça par exemple. Les entreprises en pépinière d'entreprise sont-elles assujetties à la CFE? Alors oui, parce que vous avez quand même des locaux et la valeur locative est quand même prise en compte, donc oui, sauf si la pépinière d'entreprise est dans une zone d'implantation prioritaire, par exemple, où il y a une exonération de CFE, mais c'est lié à l'emplacement de la pépinière, c'est pas lié au fait que vous soyez en pépinière. Alors après, il est possible aussi, une fois que j'ai dit ça, il est possible aussi que certaines pépinières d'entreprise aient négocié avec les collectivités locales, justement pour que les personnes qui sont pépinières soient exonérées de base de CFE. Mais ça, c'est de la négociation plus locale. Alors, si tu en vois une, n'hésite pas. J'en ai vu une qui demande si on doit rembourser un prêt, est-ce que, le montant qui est remboursé doit être déduit du montant du chiffre d'affaires? Non, ça serait une déduction. On ne fait aucune déduction en micro-entreprise. La seule chose qui compte en micro-entreprise, c'est le chiffre d'affaires auquel vous enlevez rien du tout. Voilà, donc le montant d'un remboursement que vous payez, vous pouvez l'intégrer dans votre comptabilité parce que c'est toujours important de savoir tout ce qu'on dépense par rapport à tout ce qu'on gagne pour voir la rentabilité de sa société, mais on ne peut pas le déduire du chiffre d'affaires. Alors, j'ai beaucoup de questions qui se recoupent aussi, donc je pense qu'on a pas mal répondu à l'ensemble des questions. S'il y en a une, n'hésitez pas à la mettre tout de suite, qu'on puisse y revenir. Ah, quelqu'un qui demande: «Est-ce que Koala ME est reconnu par les organismes URSSAF, impôts et cetera?» Bah, vaut mieux, vu qu'ils ont signé un partenariat avec nous, je pense qu'ils nous cautionnent, moi, quelque part. Donc là, on a un partenariat officiel avec l'URSSAF, donc c'est quelque part, ils nous cautionnent. Donc nous, on a un vrai partenariat officiel avec l'URSSAF. On en prend une dernière si tu en trouves une. Oui. Quelqu'un qui demande si on cotise pour, sa retraite en tant qu'auto-entrepreneur. Oui, 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 ça fait partie des cotisations sociales que vous payez. On entend souvent dire: «Les micro-entrepreneurs n'ont pas de retraite, c'est de l'arnaque, c'est un régime pourri». C'est faux. Quand vous cotisez quand vous êtes micro-entrepreneur, les charges sociales dedans, il y a de la cotisation pour votre retraite aussi. Donc ça, c'est important de le savoir et c'est ce qui permet d'ouvrir des droits, c'est d'avoir cotisé. Le montant de la cotisation retraite, alors sans rentrer en détail, pour avoir une retraite à taux plein, il faut, je crois, 172 trimestres cotisés. Pour valider un trimestre en micro-entreprise, c'est pas fonction du temps que vous avez travaillé, c'est fonction du chiffre d'affaires que vous avez déclaré. Donc si vous avez déclaré, je crois, je vais peut-être vous dire une bêtise, mais c'est aux alentours de 4 000 € pour valider un trimestre sur une année. Donc si vous déclarez 4 000 € sur une année, vous validez un trimestre et les droits qui sont à faire en termes de calcul de cotisation, si vous déclarez 16 000 €, vous validez 4 trimestres qui ne sont pas cumulables avec des trimestres salariés, ça doit être en même temps salarié. Hein. C'est que 4 trimestres par an, quelle que soit l'origine de ces trimestres. Mais oui, on cotise à sa retraite quand on est en micro-entreprise. Donc, il faut se méfier des informations qu'on croise sur Google et il ne sait pas tout, Google. Bon, je vous propose qu'on en reste là sur les questions. On a déjà écumé pas mal. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le chat de notre site internet koalame.fr. Je vous promets pas, vu le nombre de questions que je suis déjà en train de voir arriver, d'y répondre rapidement, parce que là, je suis en train d'être harcelé côté chat. Mais n'hésitez pas à poser la question. De toute façon, je prendrai le temps d'y répondre, même si c'est
tard ce soir ou demain. Voilà. Donc, je vous remercie tous. Il me semble qu'il y a une petite évaluation du webinaire à la fin, une fois que ce sera clôturé. Je vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinaire, aussi nombreux, parce qu'on est monté, je crois, à plus de 700 personnes, donc ce qui est quand même assez exceptionnel. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je te laisse la main pour la conclusion. Adi. Merci beaucoup, Axel, CoALAME, c'était super enrichissant. J'espère que ça a pu, répondre à vos interrogations, au maximum. Comme on l'a dit, si vous voulez revoir le support, les explications et les réponses aux questions, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. J'ai mis le lien dans le chat et vous cliquez Adi sur YouTube et vous trouverez très facilement. Et voilà, si vous vous êtes intéressé pour voir d'autres webconférences, comme je l'ai dit, vous pouvez aller sur notre site internet dans le volet accompagnement, il y a le programme. Voilà, merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une belle fin de journée. Très bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.